Alors, les aménagements raisonnables ne concernent pas que l'enseignement ordinaire. Les aménagements raisonnables, ce sont des pratiques pédagogiques qu'on adapte aux difficultés des enfants. Alors c'est une obligation. C'est une obligation puisqu'il y a un décret antidiscrimination en Communauté française. Et cela permet à chaque enfant, en fonction de ses difficultés spécifiques, d'avoir un traitement préférentiel, entre guillemets. C'est-à-dire un traitement qui lui permet, malgré ses difficultés d'apprentissage, d'acquérir ces apprentissages. Par exemple, pour la dyslexie, ça peut être, on peut proposer que les consignes soient lues par l'enseignant pour que l'enfant accède bien à ce qu'il faut faire dans l'exercice. Ça peut être adapter la police d'écriture sur un document qui est donné par le professeur, agrandir l'écriture, espacer, mettre des couleurs, etc. pour que l'enfant puisse se repérer visuellement un peu mieux par rapport à la feuille. Répondre éventuellement à un questionnaire à l'oral pour qu'il n'ait pas à écrire toutes les réponses. Il y a des aménagements raisonnables qui semblent les plus évidents, qui sont des aménagements matériels. C'est par exemple aménager une rampe d'accès pour un enfant qui serait en chaise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, seuls 10% des bâtiments scolaires sont accessibles. Et donc là, il y a un gros déficit en termes d'accessibilité. Moi, dans ma vie, en tout cas active en tant qu'enseignante, c'est principalement dans le détail. C'est-à-dire que ça va être des journées très structurées. Il va y avoir des rituels. Le côté rituel et l'activité rituelle va être rassurante pour l'enfant, en tout cas en difficulté d'apprentissage, en grosse difficulté d'apprentissage, parce que ça va être toujours les mêmes consignes qui vont revenir de manière récurrente. Et donc, il n'y aura déjà pas cette difficulté-là à passer. Il sait ce qu'on attend de lui, de manière régulière. Et donc, déjà là, il sait qu'il va plus vite pouvoir acquérir un résultat correct ou positif, vu qu'il ne doit plus passer la barrière de « mais qu'est-ce qu'on me demande ?» Il sait ce qu'on va lui demander. La deuxième chose dans le détail, ça va être toutes des petits outils qu'on va pouvoir mettre à disposition, comme un timer pour donner un temps limite, comme un cache pour pas qu'il voit la quantité de travail en une fois, mais qu'il puisse petit à petit avancer dans son travail. Ça peut aussi être simplement dans la clarté d'une photocopie. Le choix de la typographie, par exemple pour un dyslexique ou un dysorthographique, est très importante. L'espace sur la feuille. Une mauvaise photocopie, mal ombragée, trop serrée, trop de choses sur la même feuille, déjà pour un enfant en difficulté, ça va le décourager. Donc dans tous ces petits détails, dans la structure de la journée, le fait d'afficher un menu pour que l'enfant puisse s'y retrouver, ah ça j'ai déjà fait, ça on doit encore le faire, va pouvoir petit à petit aider l'enfant à soulager aussi sa journée. Il va pouvoir se retirer tout ça de la tête, il va pas devoir se demander toutes les 5 minutes, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant, et de quoi je vais avoir besoin. Donc une façon très structurée d'organiser les choses, peut-être parfois trop pour les enfants autonomes. Et à côté de ça, pour les enfants en très grosses difficultés scolaires, ça peut aller jusqu'à l'acceptation d'un PC portable, d'une tablette en classe quand il y a des problèmes d'écriture, parce que forcément, ces enfants-là, par exemple, les enfants dyspraxiques peuvent être suivis avec des claviers spéciaux et ils seront beaucoup plus rapides à la prise de notes ou à la copie via un clavier que via un crayon. Ça peut être dans le timing. L'évaluation va peut-être être faite en 2 temps et pas en une fois. Ça peut être dans les devoirs, la quantité de devoirs. Un enfant qui a de grosses difficultés en calcul va peut-être pas devoir faire 50 fois le même calcul. S'il réussit 10 fois le calcul, c'est déjà suffisant, c'est qu'il le réussit. Ça peut aussi être au point de ne pas demander la réponse. En calcul mental, ça peut être là, ce que je veux maintenant, c'est que tout tes développements soient corrects. Si les réponses ne sont pas correctes, c'est pas grave. Je ne vais pas regarder les réponses cette fois-ci. Dans une dictée, ça va être cette fois-ci, je ne vais corriger que tes pluriels. Je ne vais pas regarder les accords des verbes. Donc ça va vraiment être limiter les objectifs de façon à ce que l'enfant en grosse difficulté d'apprentissage, dans ce cas-là, c'est souvent en accord avec une logopède et autres, c'est souvent vraiment pour les gros troubles, de cibler un seul objectif à la fois lorsqu'il s'agit d'une évaluation. Donc c'est vraiment au cas par cas, c'est en fonction de chaque enfant et c'est en fonction de ses besoins qui sont spécifiques à lui-même. Les aménagements raisonnables, ils vont être mis en place à l'école, donc par l'institutrice principalement, avec l'accord de la direction de l'école, sur la demande des parents en général, ou bien sur l'initiative spontanée de l'institutrice. En fin d'école primaire, lors du passage du CEB, les enfants qui ont bénéficié d'aménagements raisonnables pendant leur 6e année et les années précédentes, mais au moins la 6e année, peuvent bénéficier des mêmes aménagements raisonnables pour le passage du CEB. Donc il faut simplement le demander, mais en principe l'école le sait, donc elle peut faire la démarche. Donc ces enfants peuvent avoir plus de temps, peuvent utiliser les outils qu'ils utilisent en classe
en temps ordinaire. Et ça, c'est une obligation légale. D'ailleurs, le décret sur le CEB chaque année le rappelle en tout cas aux écoles, les enfants qui bénéficient d'aménagements raisonnables pourront toujours en bénéficier lors du passage du CEB. Donc, ce qui leur permet d'être finalement quelque part pas vraiment à l'égal des autres, parce que si on a besoin de plus de temps, on vous rajoute 1 heure, c'est peut-être pas encore assez. Mais enfin, disons que c'est déjà mieux. Ça leur permet de progresser, en tout cas de donner une meilleure impression de leur connaissance, de leur savoir, en tout cas lors du passage du CEB. Donc, contrairement à ce qu'on croit, l'aménagement raisonnable n'est pas nécessairement quelque chose de coûteux. Hein. C'est une situation qui peut parfois être liée simplement à une réorganisation du rythme scolaire sans que ça ne coûte. Ce qui est important à dire, c'est que l'aménagement raisonnable est toujours aussi individualisé dans une situation tout à fait particulière. C'est lié à un enfant dans une situation précise, ce qui est autre chose que la question de l'accessibilité, où là on réfléchit à l'accessibilité de l'ensemble des élèves. Une difficulté qu'on a aussi en primaire et certainement en secondaire aussi, c'est par rapport au suivi. C'est bien de mettre en place quelque chose, mais comment est-ce qu'on entretient après le dialogue autour de cet enfant et autour des aménagements ? Voilà, je pense à un cas particulier. Finalement, ce qui avait été mis en place, c'était un cahier de communication qui était en permanence dans le cartable d'un enfant, et que ce soit l'enfant, l'enseignant ou l'intervenant, il pouvait le prendre quand il en avait besoin pour mettre un petit message. Et quand on a lu ce journal au terme d'une année, il y avait des choses très positives, très chouettes, puis parfois il y avait des petits coups de gueule, des questionnements, de la fatigue. Après tout, ça fait partie de la vie, de la scolarité, mais il y avait un outil concret. Comment l'enfant ne va-t-il pas se sentir différent des autres si on lui fait un aménagement raisonnable ? Comment va-t-il vivre les choses ? Et ça, c'est une grosse question des professeurs. Alors, il y a l'histoire de la petite casserole qu'on explique souvent aux enfants, mais que chacun a le droit d'être différent et qu'il y en a qui portent des lunettes. L'exemple classique, c'est il y en a qui ont besoin de lunettes. Lui, il a besoin d'un peu plus de temps. Lui, il a besoin qu'on mette un cache sur sa feuille pour qu'il n'ait pas tout à voir en une fois, parce que sinon, il est complètement découragé. Voilà, un enfant qui bouge tout le temps, oui, lui, de temps en temps, il a le droit, quand il sent qu'il va exploser, d'aller chercher la petite balle anti-stress et de se mettre juste au palier avec la porte bien ouverte, parce que l'enseignant doit bien avoir l'œil sur lui, mais l'enfant peut un peu décompresser. Après, il y a les réticences des enseignants, est-ce qu'on c'est pas un privilège que de permettre à tel enfant d'obtenir tel aménagement. Donc il y a vraiment tout un dialogue à faire qui est parfois pas facile. Pas facile non plus le moment où le parent pose un diagnostic. On sent un décalage de perception. Des parents qui nous disent nous on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, parfois très très jeune. Et le sentiment que l'école ne perçoit pas la même chose, avec parfois du coup une étiquette qui est mise sur le parent, qui est un hyper parent, trop protecteur, trop exigeant, qui en veut toujours trop par rapport à son enfant, alors qu'il y a quand même un sentiment qui après, quand il est décortiqué et objectivé, était juste au départ. Donc le sentiment finalement pour le parent de ne pas être reconnu comme valable alors qu'il a des choses à dire. L'école inclusive, c'est une école qui parvient à s'organiser de manière à ce que chacun puisse participer, quel que soit, alors ça peut être son handicap, mais ça peut être aussi son origine, sa religion, ses conditions socio-économiques. La véritable école inclusive s'organise pour recevoir tout le monde de manière égale. L'aménagement raisonnable, c'est un échec de l'école inclusive. On va parler d'un aménagement raisonnable parce que l'école n'est pas inclusive ou n'est pas accessible. Et donc j'aurais tendance à dire c'est plutôt dans les écoles qui ne sont pas inclusives qu'on va parler d'aménagement raisonnable. L'école qui va réfléchir et qui va penser sa manière de fonctionner, sa manière de faire, sa manière d'avoir ses relations avec les enfants, avec les parents, avec les enseignants, eh bien, va pouvoir permettre la participation de chacun sans qu'on doive parler d'un aménagement raisonnable dans une situation particulière. En cas de refus d'aménagement raisonnable, il peut y avoir un recours qui sera fait contre l'école si le parent estime que les aménagements raisonnables ne sont pas... qu'il y a eu un refus tout court d'en mettre, ou bien que ceux qu'on a décidés ensemble, de manière, je dirais de nouveau, plurielle, avec tous les intervenants autour de la table ne sont pas mis en place. Le parent, dorénavant, pourra faire un recours. Ça, c'est une nouveauté. Il y aura une chambre de recours. Est-ce que tu as bien compris les aménagements raisonnables ? Des aménagements raisonnables
Ce sont des petites adaptations qui facilitent la vie de tous les jours des personnes en situation de troubles de l'apprentissage et de difficultés spécifiques. À l'école, il y a des élèves en situation de troubles d'apprentissage. Pour les aider, on peut faire des aménagements raisonnables. Ils ont droit à ça. C'est écrit dans la loi. Et ce n'est pas un privilège. Pourquoi ? Tu aurais l'idée étrange de demander à un myope de retirer ses lunettes en classe ? Non. Quels pourraient être les aménagements qui s'adressent aux enfants avec des difficultés spécifiques ? Un enfant aveugle pourrait bénéficier d'un manuel scolaire en braille ou même d'un ordinateur adapté à ses difficultés. Pour un enfant à mobilité réduite, une rampe d'accès pourrait être proposée. Et tu sais, mon amie Éline, elle est trisomique et quand on était ensemble en primaire, pour l'aider, la maîtresse employait des phrases courtes avec des mots simples et énonçait une seule consigne à la fois.